La Barricade, c'est une série de 20 fois 3 minutes qui a été diffusée le 24 mai 2018 à partir de 6 heures du matin. Un épisode toutes les heures sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et Facebook, et qui raconte la journée du 24 mai 1968, qui fut la journée la plus violente du mois de mai 68, celle qui verra la mort sur les barricades d'un ouvrier qui s'appelait Philippe Matérion, mort que cachera la police française pendant 30 ans. Le 24 mai, c'est aussi la journée où De Gaulle prononcera son fameux discours à 20h à la télévision française. C'est aussi celui où Cohn-Bendit sera expulsé. Donc c'était une journée un peu phare dans ce mois de mai. L'idée a été de raconter 50 ans plus tard. Donc l'auteur, c'est Bruno Mazzi. Bruno Mazzi, on avait produit en 2014 un objet pour Arte qui a été un assez gros succès d'audience puisqu'il avait fait 1 million de visiteurs et il avait eu un FIPA d'or. Ça s'appelait 14 dernières nouvelles et ça racontait la montée vers la guerre, jour pour jour, 100 ans plus tard, en publiant tous les jours une photo, un article d'époque, et autour de cette photo et d'un article d'époque, des contenus additionnels qui racontaient et qui permettaient du Google Street View, enfin, etc., de prolonger l'expérience. Et cette expérience, donc, qui s'est déroulée sur 6 mois, un peu plus, 8 mois, en fait, chaque jour, on racontait une petite histoire, mais l'ensemble des histoires tisser un fil narratif. C'est un peu ce procédé qu'on a voulu reprendre sur La Barricade, dont voici le premier épisode. Proposer ce projet, au départ, il avait écrit ce projet comme un projet de fiction, avec des vrais comédiens qui allaient rejouer des vraies scènes de barricades qu'on allait recréer, un projet qui n'aurait pas été économiquement viable, difficile à réaliser et qui nous posait quand même question sur pourquoi aller faire de la fiction pour raconter le réel à un moment où il y avait justement énormément de matériel et d'images d'archives toutes plus magnifiques les unes que les autres, sachant d'autant plus que l'idée du projet donc, était basée sur 2 personnages qui ont rencontré Philippe Matérion, 2 personnages qui sont des personnages de fiction. Ils n'ont pas réellement existé, ils auraient pu exister, ils ont peut-être existé, on n'en sait rien. Mais par contre, dont tout le discours était basé sur un travail documentaire extrêmement précis sur cette journée-là. Donc, on a commencé à travailler avec Philippe et avec Bruno, et à se poser la question justement de comment réussir à reconstituer ce récit à partir d'images d'archives, sachant que ces deux personnages, Katia, elle est étudiante allemande, c'est un choix très précis pour justement parler de la Seconde Guerre mondiale, de la jeunesse allemande, d'un mouvement de jeunesse par rapport à le conflit qui avait eu lieu presque 30 ans auparavant, c'est-à-dire c'était des enfants nés après ce conflit, et Tariq, un ouvrier algérien, qui forcément parlait des problématiques de la guerre d'Algérie, qui est extrêmement prégnante dans le monde à ce moment-là. L'idée, c'était donc vraiment d'aller chercher des archives qui n'étaient pas que des archives de la barricade des rues de Gay-Lussac, même s'il y en a quand même un certain nombre, et d'élargir le champ. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en 68, l'ORTF, dont Lina a le fond, était en grève. Donc, en fait, il y avait très peu d'images, paradoxalement. Donc, il allait falloir chercher un fond beaucoup plus large et de réfléchir à où on allait chercher des images ensuite. Petit à petit, avec Bruno, on a donc tissé un scénario
que Bruno a écrit avec donc les voix extrêmement précises. Chaque épisode était très très précis. Et en même temps, le fond d'image, il avait accès, grâce à ina.fr, à l'ensemble des fonds et il pouvait avoir une idée de ce qui allait se trouver. Il a fait des recherches. On a aussi essayé de chercher à un moment dans des fonds personnels. Il n'y en a plus beaucoup. On a des images amateurs. Oui, il y en a quelques-unes, effectivement. Mais il y en avait moins que ce qu'on espérait au départ. Et ça a tissé sa façon d'écrire et de monter la production. Puis on est arrivé à un moment où on avait des scénarios dont on était très, très content et on est allé chercher des diffuseurs. Donc on a décidé de travailler ensemble, mais ça dès le départ, parce que Bruno connaissait très bien Amandine, que c'était un projet complètement cohérent, INA. Et donc on a décidé d'aller chercher des diffuseurs pour financer le projet. Et ça a été relativement complexe parce que on arrivait très tard dans la programmation des chaînes, puisqu'on a proposé le projet quelques 6 mois avant mai 68. Donc Arte, par exemple, déjà les délais de décision d'Arte sont colossaux, puisque Arte, c'est très compliqué. Il faut qu'Arte France accepte le projet. Une fois qu'Arte France a accepté, il faut que le GEIE, qui regroupe les Français et les Allemands, le valide avant de le mettre en production. Donc c'était très long. Donc de toute façon, Arte était hors délai. Et par ailleurs, Arte avait déjà lancé une programmation 68. Il faut savoir que sur des commémorations comme ça se décide 2 à 3 ans à l'avance, normalement, les programmations. Et France Télé, les nouvelles écritures, c'était un peu trop intellectuel, on va dire. Pour eux, ils auraient aimé quelque chose beaucoup plus grand public, beaucoup plus LOL, beaucoup plus voilà, une écriture web qui n'était pas celle-là, puisqu'en fait, quand vous regardez les épisodes, vous avez une écriture cinématographique très précise, très lente, et justement, le pari était un peu là-dessus, de faire porter sur les réseaux sociaux une écriture qui ne soit pas celle qu'on croit qu'elle doit être pour les réseaux sociaux, avec plein de gros titres, très rapides, très découpés. Du brut, quoi. Du brut, voilà. Non, moi, je voulais juste ajouter deux, trois petites choses qui sont que, à la genèse quand même du projet, l'idée était aussi de raconter différemment mai 68, parce que tous les 10 ans, on a les sacro-saints documentaires qui rediffusent toujours les mêmes images, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il n'y en a pas pléthore, et on raconte la grande histoire de mai 68. Rares sont ceux qui ont des angles un peu précis, pointus, et qui, par ces angles pointu, précis. Là, en l'occurrence, c'est la mort avérée de Philippe Matérion qui a été caché pendant 30 ans. Par ce prisme-là, très, très précis, on raconte une grande partie de la grande histoire de mai 68. Et en plus, nous, on élargit complètement au conflit antérieur et au dernier épisode, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on ouvre sur tous les conflits postérieurs à mai 68. Donc... Un peu, mince. Non, mais vous l'avez vu. Donc, c'était ça, c'est comment on raconte différemment mai 68 pour pas refaire la même chose, parce que si nous, ça nous ennuie, j'imagine même pas les téléspectateurs ou les internautes, comment ça peut être ennuyeux. Et s'adresser à des publics plus jeunes, mais pour qui mai 68, au mieux, c'est un truc des parents. Au pire, on ne veut pas en entendre parler. C'est révolu. Vous nous bassinez avec ça. Et puis, avec de l'archive. Donc, de l'archive noir et blanc. C'est très lointain, c'est très vieillot. Et comment on utilise ces images dans un format narratif. Alors, ok, c'est très cinématographique, c'est de la slow vidéo. Mais dans une diffusion réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et du coup, avec cette web-série, enfin non, je dis pas web-série, parce que c'est une série qui a été d'ailleurs portée, diffusée en premier sur les réseaux sociaux et sur le digital, et ensuite à l'antenne. C'est-à-dire que toute l'histoire l'a diffusée après à l'antenne. Et ça, c'est assez rare encore dans la chronologie de diffusion des chaînes. C'est assez rare qu'on diffuse en premier sur le web et qu'après, ça soit à l'antenne. Voilà. Alors, effectivement, tu es allé voir un petit diffuseur, qui est Toute l'Histoire, qui est un diffuseur spécialisé
comme son nom l'indique dans l'histoire, qui est un diffuseur du groupe AB. Et ça les a intéressés de participer à l'aventure et de jouer le côté réseaux sociaux, presque eux plus comme un élément de communication et de retrouver nous après sur toute l'histoire. Donc on a vraiment pensé cette première diffusion sur les réseaux sociaux en travaillant après sur une hyper-distribution, une hyper-diffusion. C'est-à-dire que le compte Twitter et le compte Facebook de toute l'histoire, on va dire qu'il y a 8000 followers. Et donc, si on voulait que notre projet soit un peu vu, il fallait aller chercher ailleurs. Alors certes, lina.fr a 2 millions... Un million de followers, mais on est allé voir 2 autres partenaires qui sont Libération, 3 millions, et Nova, à peu près 3 millions aussi, et qui sont rentrés dans le jeu et ont accepté de participer à l'idée de cross-poster l'ensemble des contenus pour les diffuser en même temps. Je vais te laisser expliquer le cross-postage. Vous savez tous ce que c'est ? Non, mince. Bon, alors, le cross-postage, en fait, c'est qui s'opère sur Facebook et Twitter. Ça permet aux diffuseurs d'uploader la vidéo, donc en l'occurrence toute l'histoire, avait la main sur le contenu, vu que c'est eux qui payaient. Hein. Donc, ils uploadent la vidéo sur leur compte et ils ouvrent la possibilité pour les autres comptes partenaires de diffuser cette même vidéo sur leur verticale Facebook ou Twitter, mais le nombre de vues est généré, enfin c'est un seul et même player finalement et un seul et même contenu pour tous les comptes, et le nombre de vues générées est sous cette vidéo, cette même vidéo, vu qu'il n'y a qu'un fichier d'uploader, et ça fait un nombre de vues assez important pour le petit diffuseur sur les réseaux sociaux qui est toute l'histoire. Mais du coup, c'est pas on partage la vidéo. Où chacun fait 10 vues, 10 vues, 10 vues, voilà. 10 vues. Là, c'est une seule et même vidéo qui est diffusée sur toutes les verticales en même temps de chaque partenaire de diffusion. Ce qui est un avantage énorme pour tout le monde, quelque part, et notamment pour toute l'histoire. Parce que le nombre de vues se cumule. Parce que le nombre de vues se cumule et que c'est le diffuseur qui garde la main sur les stats et la main sur l'éditorial. Et on a fait de même pour Twitter. Voilà. Après, donc ça a été diffusé heure par heure sur l'ensemble des réseaux sociaux. Puis le week-end d'après, c'était un jeudi, si mes souvenirs sont bons. Jeudi, et le dernier épisode, en fait, était le 25 mai à 7h du matin. Donc le week-end d'après, toute l'histoire a diffusé des épisodes cumulés sous forme de groupe de 4 épisodes cumulés sur YouTube. Donc encore un autre chemin de distribution et de recherche. Et enfin, la semaine d'après, les a diffusés à l'antenne en access prime time, 2 par 2 pendant 10 jours. C'est l'ensemble de cette diffusion qui a fait qu'on a eu accès après à un certain nombre d'autres financements, dont principalement le Centre national de la cinématographie. Voilà. Au final, sur le premier jour de diffusion, on a fait à peu près 87 000 vidéos vues. Pour information, une journée normale de l'INA, c'est 30 000 vidéos vues. Donc ça montre bien aussi tout d'un coup la puissance de jeu. Voilà. Et depuis, le projet est toujours en ligne. Il est toujours accessible sur lina.fr, sur le site d'AB et sur un site spécifique qui s'appelle Toute l'Histoire, auquel on n'a pas accès ici, labarricade.fr, sachant que les vidéos sont toujours uploadées à partir de Toute l'Histoire. Donc ça continue de cumuler des vues chez eux. Et pour eux, c'est une façon d'affirmer une présence sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi bien un élément de com que de la création de contenu pour leur antenne. Et depuis, la barricade a été sélectionnée ici, et sélectionnée en compétition à Genève au festival Ex Tout Écran
au GIF, et qui a été annoncé, je crois, hier. Mais enfin, sinon, c'est encore confidentiel. Mais c'est pas grave. Tant pis, à l'ITFA, en compétition, qui est un gros festival de documentaire à Amsterdam. Voilà. Est-ce que vous avez eu des contraintes particulières en plus du fait de diffuser sur les réseaux sociaux, sur Twitter, par rapport au fait de diffuser sur YouTube ou sur Arte? Sur toute l'histoire, en fait. Effectivement, c'est pas tant qu'on a eu des difficultés sur un réseau particulier, c'est qu'il a fallu... Nous, on avait très envie de diffuser en premier sur les réseaux sociaux, parce que c'était vraiment taillé pour du rétro-tweet live, en gros. Donc pour nous, c'était évident qu'il fallait que ce soit diffusé en premier sur Twitter. Et c'était évident, pour le bien de la série, pour qu'elle soit le plus largement vue possible, qu'on soit assez offensif sur la stratégie de diffusion en démultipliant les partenaires et en le faisant via le cross-postage. Et ça, on a dû quand même convaincre le diffuseur. On s'est armé, voilà, on s'est préparé et on a réussi à les convaincre. Ça, c'était pas une évidence. Après, il n'y a pas eu de souci dès l'instant où ils ont été convaincus. Il n'y a pas eu de souci de diffuser dans cette chronologie-là et de diffuser avec tous ces partenaires-là. Mais il y a toujours quand même une petite... comment dire ? Incertitude au départ, voilà, c'est vrai. Et surtout, il faut toujours essayer un peu de convaincre de l'intérêt potentiel de commencer par une diffusion aux réseaux sociaux, en tout cas digital, et après antenne. L'autre chose, c'est que par contre, dans la narration et dans l'écriture du projet, c'était ce qui nous intéressait aussi, et ça a conditionné l'écriture. Le fait d'avoir un épisode, grosso modo, les épisodes, c'est Katia, Tariq. C'est pas aussi régulier que ça. Il y a forcément des... Il y a un De Gaulle et il y a un Philippe Matérion. Il y a un De Gaulle et un Philippe Matérion. Mais le jeu de l'écriture a été profondément modifié par cette diffusion, heure par heure, etc. Donc en fait, c'était marrant ce matin de le regarder a posteriori dans une espèce de continuité. Ça n'a pas été pensé comme un film continu de 52 minutes en termes narratifs. Ça n'a pas été du tout écrit comme ça. Donc on le comprend, mais on le comprend si on a le préalable que été écrit une série avec des ressorts dramatiques, des cliffhangers, des éléments qui permettent de fonctionner en série. Est-ce que vous êtes imposé un format de durée ? Non, on ne s'est pas imposé de format de durée. On savait qu'on était entre 2 et 4 minutes, grosso modo. Les épisodes sont assez variables, de 30, de 50. Le plus long, c'est 4, c'est le dernier, je ne sais plus, il fait 4 minutes, je crois presque. Donc, format court, mais on n'avait pas c'est pas une minute, calibré une minute, voilà. Ce que je voudrais préciser, quand même... et on va élargir un peu le débat, c'est qu'aujourd'hui, le champ de la liberté éditoriale, dans l'audiovisuel au sens large, elle n'est plus à la télévision, elle est dans les nouvelles écritures et dans tout le travail qui est présenté ici au Storygraph et qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les télévisions sont tellement formatées avec des cases très précises. Je vais prendre un exemple, excuse-moi, je fais de la pub. Panama Albron qui est présenté ce soir ici. Panama Albron, c'est l'histoire d'un boxeur noir et homosexuel dans les années 20-30. Et quand j'ai essayé de le monter en télévision, on m'a dit ça rentre pas dans la case histoire parce que c'est pas de la grande histoire, etc. Ça rentre pas en société parce que il n'est pas connu. Ton boxeur, c'était l'amant de Cocteau. Si tu me racontais l'histoire de Cocteau, peut-être, mais l'histoire de... Enfin, voilà, c'est tellement formaté, etc., qu'il n'y a plus d'invention narrative. Et du coup, on en a fait une BD documentaire interactive, et on a une liberté éditoriale incroyable. Après, juste, je voulais revenir sur le fait que la barricade, il a été développé et même produit à un instant T des usages sur les réseaux sociaux.
C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on va faire du Twitter et du Facebook à un moment où les formats courts étaient préconisés. 3 minutes, déjà, à un moment, c'était long, il y a ça 2 ans. Maintenant, peut-être que si on le développait maintenant et on le produisait maintenant, on serait parti sur de l'IGTV Instagram et on serait parti sur du 9/16e à 5 minutes, ou en faisant un 10 fois 5 minutes aussi. Et on l'aurait probablement plus fait pour Facebook. C'est-à-dire qu'on Voilà. s'est rendu compte, en fait, quand on voit les chiffres, en termes de vues, on a 200 vues sur Facebook et 6000 vues sur Twitter. C'est-à-dire, le Twitter est un format sur lequel les vidéos natives marchent très bien, absolument plus sur Facebook. Est-ce que vous avez des éléments de retour par rapport à ça sur l'âge des personnes qui... Je ne sais pas si c'est possible dans les statistiques des réseaux sociaux d'avoir des éléments de retour sur les vidéos. Alors, je crois que les statistiques, c'est possible de les avoir. Simplement, nous, on est les producteurs et pas les diffuseurs, et pas le diffuseur. Et je pense qu'il faudrait qu'on demande effectivement à toute l'histoire. Mais c'est un peu biaisé dans le sens où le compte émetteur est toute l'histoire. C'est pas le compte qui a le plus de fans Facebook et de followers Twitter, et que du coup, ça serait que par le prisme, je pense, de leur audience à eux. Donc, les stats en plus sur Facebook et Twitter, elles sont un peu partiel, quoi. On n'arrive pas à accéder à tout ce dont on a besoin. C'est un combat mené actuellement par les associations de producteurs et en particulier l'association des producteurs d'expérience numérique, PXN, d'essayer aujourd'hui de faire que les diffuseurs ouvrent les datas. Parce qu'en fait, il faut savoir aujourd'hui que le nerf de la guerre, il se trouve dans les datas. Si vous prenez un site comme Medici.tv qui fait de la diffusion de concerts, etc., 50% de son modèle économique, c'est les datas. C'est-à-dire le ciblage, le profilage des utilisateurs de musique classique, de concerts ceci, voilà, etc. Et 50% de son modèle économique, ce ne sont pas les abonnements, c'est les datas. C'est bien pour ça que les diffuseurs ne veulent pas les ouvrir. Voilà. Après, je pense qu'au-delà de rajeunir l'audience, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on sait aujourd'hui que l'audience de télévision traditionnelle, 1, se dégrade et 2, vieillit. Et aujourd'hui, Arte est à plus de 60 ans, France Télé est à 60 ans, le site web d'Arte est à 45 ans. Les grandes statistiques donnent comme ça. Et moi, j'ai des enfants, ils ne regardent plus la télé. Par contre, ils regardent ça en permanence. Dans le métro, voilà. Et donc, c'est le nouvel écran. Donc moi, en tant que producteur qui cherche à raconter des histoires, produire des histoires qui sont nativement pour ce device-là que tu as sous le nez pratiquement toute la journée, c'est d'ailleurs pour ça que Panama Albron, c'est une histoire qui se raconte avec un geste que vous connaissez tous. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je voulais savoir si les tweets, la rédaction des tweets a fait partie de la narration ou si c'était juste pour présenter les épisodes. Non, la narration des tweets ne fait pas partie de la narration, mais elle a été pensée pour chaque épisode, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire chaque épisode se vit en vidéo tout seul et la narration est liée aux épisodes. Mais bien évidemment, quand on a rédigé, on avait préparé une Bible très précise avec des visuels, des phrases d'accroche, etc. pour l'ensemble des partenaires. C'était différent à chaque fois, pour chacun? Pour chaque épisode? Pour chaque partenaire? Non, pas pour chaque partenaire, vu que le contenu était uploadé par un seul et même diffuseur. Du coup, on a fait les accroches pour toute l'histoire. Et après, comme c'était cross-posté, tous les comptes partenaires avaient la même accroche. Après, on ne gérait pas les commentaires. Ah ouais. Et du coup, après avoir tenté l'expérience des réseaux sociaux, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut lancer une web-série sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut faire et ne pas faire? En fait, c'est vraiment en fonction de l'instant où on développe et on produit. Et en même temps, le temps de développement et de production peut être parfois un peu long, ce qui fait qu'on est déjà en retard sur les usages et les tendances.
Comme je le disais, maintenant, cette série, on ne l'aurait même pas imaginée pour Facebook. Elle serait partie sur plutôt Instagram. Et avec toute la problématique du format 9/16 s'agissant des archives. Mais ça aurait été aussi un autre terrain d'expérimentation, cela dit. En tout cas, c'est difficile de donner des conseils, etc. Mais ça se pense très en amont. Et pour moi, ça doit être pensé en même temps que la construction du programme. On ne peut plus le dissocier aujourd'hui. C'est pas on fait un programme et on va réfléchir comment on va le diffuser. Ouais. Ça, c'est pas vrai. Ça se pense dès le départ, y compris dans des constructions de communautés ou des agrégats de communautés, en fait, etc. Et même les partenariats de diffusion, c'est à nous d'y penser, en fait. C'est même, je ne vais pas dire ça à la genèse du projet, parce qu'il faut quand même une histoire, et voilà, sans histoire, il n'y a pas de projet. Mais très vite, très tôt, il faut intégrer ça dans sa réflexion, et être surtout agile, en mode, si à un moment on se rend compte que la diffusion à laquelle on avait pensé il y a 6 mois, en fait on se rend compte qu'elle est un peu limite, et ben rebasculer sur un autre type de diffusion. Être agile. Oui, c'est juste par rapport dans le scénario. Moi, j'ai vu que ces 2 premiers épisodes, donc qui font référence à ce fameux Philippe. J'imagine c'est la personne qui est décédée. Est-ce que du coup, vous avez été amené par rapport à des problèmes de famille, puisque vous avez inventé peut-être ce qui est cette femme et peut-être sa maîtresse, ou je ne sais pas, enfin, elle a des liens. Est-ce que vous avez été amené à contacter la famille? Alors, c'est très intéressant, votre question. Je vous remercie de l'avoir posée. Et je vais y répondre. Quand on pose cette question, en général, on n'y répond pas. Oui, absolument. Dans la première version du scénario, Philippe ne s'appelait pas Philippe, mais François, je crois, alors que on savait qu'on parlait de Philippe Matérion. Et pendant longtemps, moi, je poussais Bruno, je lui disais, mais appelons-le Philippe, il s'appelle Philippe Matérion, etc. Et Bruno, en fait, était réticent. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et puis un jour, Bruno me dit, j'ai contacté le fils de Philippe Matérion. Et je suis allé le voir, et je lui ai parlé... On en parle un peu avant-dernier épisode de ce fils, oui. Du coup. Voilà, ouais. Et je suis allé le voir, il m'a raconté la vie de son père, et je lui ai raconté mon projet, et il m'a donné toute l'autorisation, et maintenant je peux l'appeler Philippe Matérion.